Le vent glacé de Nancy ne se contente pas de souffler, il mord. Il s'infiltre à travers les couches de vêtements inadéquats, traverse la peau et s'installe directement dans les os, vous rappelant à chaque seconde que vous n'êtes rien face à l'hiver lorrain. Je m'appelle Mélusine, j'ai 25 ans, et en ce mois de décembre, je n'étais plus une restauratrice de livres anciens passionnés. Je n'étais plus la petite fille chérie d'une famille respectée. J'étais une silhouette tremblante, recoiffée dans un coin de la tente humanitaire dressée sur la place Stanislas, serrant entre mes mains gercées un gobelet de soupe tiède. Tout autour de moi, la ville brillait. Les illuminations de Noël de la place Stanislas, joyau architectural dont les Nancéens sont si fiers, scintillaient d'une ironie cruelle. Les dorures des grilles, les façades majestueuses de l'opéra et de l'hôtel de ville semblaient me narguer. Il y a 6 mois à peine, je traversais cette place en talons, riant avec des amis, insouciante. Aujourd'hui, je suis invisible. Ou du moins, je l'espérais. Je tirais frénétiquement sur le bord de ma couverture de fortune, une laine grise et rêche qui sentait la poussière et l'humidité, essayant de cacher mon visage. Je savais qu'il serait là. C'était son événement. Une Bentley noire, lustrée comme un miroir, s'est immobilisée près de l'entrée VIP de la tente. Le moteur a ronronné doucement avant de se taire. Mon cœur a cessé de battre un instant. J'ai vu le chauffeur contourner le véhicule pour ouvrir la porte arrière. Et il est descendu. Ambroise. Mon grand-père. À 78 ans, il avait toujours cette allure impériale, ce dos droit qui refusait de plier sous le poids des années ou des responsabilités. Il portait son long manteau en cachemire beige, celui que j'avais aidé à choisir il y a 3 hivers. Il n'était pas seul. À ses côtés, le maire et quelques journalistes locaux, caméra au poing, prêts à capturer la générosité du grand philanthrope industriel. J'ai voulu fuir. J'ai voulu me fondre dans le sol gelé, disparaître dans la masse des corps fatigués qui m'entouraient. Mais mes jambes, engourdies par des heures d'immobilité dans le froid, refusaient de coopérer. Je l'ai vu scanner la foule. Ce n'était pas un regard de dégoût, ni de pitié distante. C'était le regard attentif de celui qui veut vraiment aider, qui cherche à croiser les yeux des bénéficiaires pour leur offrir un sourire, une dignité. Son regard a balayé la première rangée, puis la seconde. Et puis, il s'est arrêté. Sur moi. Le temps s'est figé. Le brouhaha de la foule, le cliquetis des cuillères, le vent sifflant, tout s'est tu. Il a plissé les yeux. J'ai vu la reconnaissance le frapper comme une balle en pleine poitrine. Son visage a blêmi, passant d'un teint rosé par le froid à une pâleur mortelle. Il a lâché la boîte de chocolat qu'il tenait. Elle est tombée dans la neige boueuse sans qu'il ne s'en aperçoive. Il a bousculé un conseiller municipal, ignoré les protocoles et a marché droit vers moi. Sa voix, d'habitude si posée, a tonné, brisant le silence respectueux de l'assemblée. « Mélusine ?» C'était le début de la fin pour ceux qui m'avaient détruite. Mais avant de vous raconter comment cette seconde précise a fait basculer ma vie et celle de ma famille toxique, j'ai une petite faveur à vous demander. Je sais que nous sommes connectés par des écrans, mais j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir à quel point nous sommes nombreux, dispersés mais unis par ces histoires. Allez-y, écrivez-le maintenant, je vous attends. C'est fait ? Merci. Maintenant, laissez-moi remonter le temps. Laissez-moi vous raconter comment je suis passée d'héritière de 2 millions d'euros à cette épave humaine tremblante sur la place Stanislas. Tout a commencé 6 mois plus tôt, le jour de mes 25 ans. C'était un matin de juin radieux, où l'air sentait le tilleul et la promesse de l'été. Je travaillais dans l'arrière-boutique d'un atelier de restauration de livres anciens dans le vieux Nancy. J'adorais ce métier. L'odeur du papier vieux de plusieurs siècles, la colle d'amidon, le cuir tanné. C'était un travail de patience et de silence, tout le contraire du monde bruyant et superficiel dans lequel mes parents et ma sœur aînée, Priscille, évoluaient. Ce jour-là n'était pas un anniversaire ordinaire. C'était la date butoir. La date inscrite sur le testament fiduciaire que mon grand-père Ambroise avait mis en place 15 ans plus tôt, avant de partir pour une longue convalescence cardiaque en Suisse. Il m'avait légué un fonds de 2 millions d'euros et son ancien appartement haussmannien, rue Saint-Jean. La clause était simple, mes parents, Tancrède et Ombeline, géraient le fonds jusqu'à ma maturité financière, fixée arbitrairement à mes 25 ans. Je n'avais pas l'intention de flamber cet argent.
J'avais un plan précis, dessiné dans des carnets depuis mon adolescence, racheter l'atelier de mon patron qui partait à la retraite et rénover l'appartement de grand-père pour en faire mon chez-moi et un petit sanctuaire pour mes livres. À 10 heures précises, le cœur battant la chamade, j'ai composé le numéro de la banque privée au Luxembourg. J'avais préparé mes documents, ma voix, tout. Bonjour, je suis Mélusine Valois. Je vous appelle pour la levée de tutelle sur le compte numéro FR78. Il y a eu un silence au bout du fil. Un silence trop long. Puis des bruits de clavier frénétiques. Mademoiselle Valois. La voix du banquier, Monsieur Lefebvre, habituellement si professionnel, tremblait légèrement. Je crains qu'il y ait un malentendu. Un malentendu, ai-je répété, sentant une boule de glace se former dans mon estomac. C'est aujourd'hui que je récupère l'accès total, n'est-ce pas? Mademoiselle, le compte a été, comment dire, très actif ces 3 dernières années. Il a pris une inspiration audible. Le solde actuel est de 12,50 €. J'ai cru à une mauvaise blague. J'ai ri, un rire nerveux, saccadé. Vous voulez dire 2 millions et 12 €, n'est-ce pas? Non, mademoiselle. 12 €. La quasi-totalité des fonds a été liquidée via des virements autorisés par vos tuteurs légaux, monsieur et madame Valois, pour des motifs d'investissements immobiliers et de frais de gestion exceptionnels. Le monde a commencé à tourner autour de moi. Les étagères de livres semblaient s'effondrer. Et l'appartement? L'appartement rue Saint-Jean? Il a été vendu il y a 4 mois, mademoiselle. L'acte de vente a été signé par vos parents en votre nom, via la procuration générale que vous auriez signée à vos 18 ans. Je n'avais jamais signé de procuration générale. Jamais. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai laissé tomber le combiné. 12 €. Tout ce que mon grand-père avait construit pour moi, tout ce qui devait assurer mon avenir, s'était volatilisé. Et les coupables n'étaient pas des voleurs masqués. C'étaient les personnes qui m'avaient donné la vie. Je devais en avoir le cœur net. Je devais voir l'appartement. J'ai quitté l'atelier en courant, sans même prendre mon sac à main, juste mon téléphone et mes clés de voiture. Je conduisais ma vieille Twingo comme une folle à travers les rues de Nancy, grillant presque un feu rouge. L'appartement du grand-père. C'était mon refuge mental. Même si je n'y habitais pas encore, j'avais les clés. J'y allais parfois pour aérer, pour caresser les boiseries, pour imaginer ma future bibliothèque. Arrivé rue Saint-Jean, je me suis précipité vers la lourde porte en chêne de l'immeuble. J'ai inséré ma clé. Elle est entrée, mais elle a refusé de tourner. J'ai forcé. J'ai secoué la poignée. Rien. C'est impossible, c'est impossible. Je murmurais, les larmes commençant à brouiller ma vue. La porte s'est ouverte soudainement, mais pas grâce à ma clé. Un homme en costume impeccable, dossier sous le bras, en sortait. Il m'a regardé avec surprise, moi, échevelé, en tablier de travail, en train d'agresser la serrure. Mademoiselle? Je peux vous aider? C'est mon appartement, ai-je crié. La clé ne marche plus. L'homme a froncé les sourcils. Vous parlez du 3e étage? L'ancien appartement Valois? Il a prononcé le mot ancien comme on plante un clou. Il a été vendu en mars. Les nouveaux propriétaires, une société d'investissement locatif, ont changé toutes les serrures la semaine dernière pour commencer les travaux de division. Ils vont en faire des studios pour étudiants. Des studios. Ils allaient découper le salon aux moulures dorées, détruire la cheminée en marbre où grand-père me lisait des histoires, pour en faire des cages à lapins rentables. J'ai reculé, manquant de tomber dans l'escalier. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé mon père, Tancrède. Messagerie. J'ai appelé ma mère, Ombeline. Messagerie. J'ai appelé la ligne fixe de leur villa. Rien. La panique se transformait en une rage froide. J'ai composé le numéro de Priscille, ma sœur aînée. La fierté de la famille. Celle qui avait toujours tout eu, la beauté, l'attention, les meilleures écoles et apparemment, mon argent. Elle a décroché au bout de la 3e sonnerie, sa voix traînante et agacée. Mélusine? Quoi encore? Je suis en plein essayage pour le cocktail de fiançailles, je n'ai pas le temps pour tes petites crises existentielles.
Où est mon argent, Priscille? J'ai hurlé dans le hall de l'immeuble, ma voix résonnant contre le marbre froid. Où sont les 2 millions? Et pourquoi l'appartement de grand-père est vendu? Il y a eu un silence, puis un soupir exaspéré. Oh, mon Dieu! Tu as parlé à la banque? Écoute, ne sois pas dramatique. Papa et maman ont dû faire des arbitrages. C'est pour le bien de la famille. On en parlera plus tard. Le bien de la famille? C'est M-O-N argent. C'est M-O-N non. Arrête de crier, tu me donnes la migraine, a-t-elle coupé sèchement. Et ne t'avise pas de venir faire un scandale à la villa ce soir. Cyprien et ses parents viennent dîner pour finaliser la liste des invités. Si tu gâches ça, je ne te le pardonnerai jamais. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone muet à l'oreille, devant une porte close qui symbolisait désormais ma vie entière. Il m'avait tout pris. Et le pire, c'est qu'il pensait que c'était normal. Que j'allais accepter ça docilement, comme j'avais toujours tout accepté pour ne pas faire de vagues. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'allais pas rentrer sagement dans mon studio de location, dont le bail finissait dans 2 semaines car j'avais donné mon préavis sur d'emménager ici. J'allais aller à la villa. Et j'allais obtenir des réponses. La villa de mes parents se trouvait sur les hauteurs de Nancy, dans un quartier résidentiel huppé où les pelouses sont coupées au millimètre et où le silence est un signe de richesse. J'ai garé ma Twingo cabossée juste derrière la Porsche Cayenne neuve de mon père et la décapotable rouge de Priscille. Le contraste était si violent qu'il en devenait comique. La maison brillait de 1000 feux. J'entendais de la musique classique s'échapper des fenêtres ouvertes. Ils fêtaient. Ils buvaient du champagne pendant que je venais de découvrir que j'étais ruinée. J'ai tambouriné à la porte d'entrée, ignorant la sonnette. C'est ma mère, Ombeline, qui a ouvert. Elle portait une robe en soie émeraude, un verre de chardonnay à la main. Son sourire d'hôtesse parfaite s'est figé en me voyant. Mélusine? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans un état épouvantable. Je l'ai poussé légèrement pour entrer. Dans le grand salon, mon père, Tancrède, discutait avec Cyprien, le fiancé aristocrate de ma sœur. Priscille trônait sur le canapé, rayonnante, un catalogue de robes de mariée de haute couture sur les genoux. Vous m'avez volé, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. Vous avez vidé le fonds fiduciaire. Vous avez vendu l'appartement. Tout est parti. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Cyprien a regardé ma sœur avec confusion. Mon père s'est levé lentement, posant son verre. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air ennuyé. Mélusine, on ne lave pas son linge sale en public, a-t-il dit d'un ton autoritaire. Viens dans le bureau. Non. J'ai crié. On parle ici. Devant tout le monde. Où est l'argent? Ma mère a soupiré, posant sa main manucurée sur mon bras. Ma chérie, tu ne comprends pas la complexité de la finance. Les affaires de ton père ont eu un passage à vide. Nous avions besoin de liquidités pour maintenir notre train de vie, pour ne pas inquiéter les investisseurs. C'était un emprunt. Un emprunt de 2 millions d'euros? Sans me le dire? J'ai regardé Priscille. Et toi? Tu savais? Priscille a levé les yeux au ciel. Mélusine, arrête d'être égoïste. Regarde autour de toi. Ce mariage avec Cyprien, c'est l'avenir de la famille. Il faut du standing. Papa et maman m'ont acheté le Pantouse à Paris pour qu'on puisse s'installer dignement. Tu ne vas quand même pas nous reprocher de vouloir ce qu'il y a de mieux? J'étais sidérée. Tu as acheté un Pantouse à Paris, avec mon héritage? C'est l'argent de la famille, a aboyé mon père, perdant patience. Grand-père l'a mis à ton nom pour des raisons fiscales, mais c'est notre argent à tous. Tu as toujours été la petite modeste, celle qui aime les vieux bouquins et la poussière. Tu n'as pas besoin de millions pour être heureuse. Ta sœur, elle, a une image à tenir. Je vais le dire à grand-père, ai-je menacé, les larmes de frustration coulant sur mes joues. Je vais tout lui dire. Le visage de mon père a changé. Il est devenu menaçant. Il s'est approché de moi, son souffle sentant le cognac.
Si tu dis un seul mot à ton grand-père, tu le tueras. Son cœur est fragile, Mélusine. Le médecin a été formel, aucune émotion forte. Si tu lui dis que ses enfants ont emprunté cet argent, il fera une crise cardiaque. Et ce sera de ta faute. Tu veux être celle qui a tué Ambroise? C'était le coup de grâce. Le chantage affectif ultime. Ils savaient que j'adorais mon grand-père plus que tout au monde. Ils utilisaient mon amour pour lui comme un bouclier pour protéger leur cupidité. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Cette sensation d'impuissance totale face à sa propre famille. J'aimerais faire une pause ici et vous poser une question sincère. Si vous étiez à ma place, face à vos parents qui vous disent qu'ils ont volé votre avenir pour payer le luxe de votre sœur, et qu'ils menacent la vie de votre grand-père si vous parlez, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Auriez-vous frappé? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si ma réaction était normale. Parce que ce que j'ai fait ensuite m'a coûté tout ce qu'il me restait. Je suis restée figée un instant, digérant la menace de mon père. Puis, la colère a pris le dessus sur la peur. Vous êtes des monstres, ai-je craché. Je m'en fiche. Je vais aller à la police. Je vais porter plainte pour abus de confiance et faux et usage de faux. La banquier m'a parlé de procuration signée. Je n'ai jamais rien signé. La menace policière a fait réagir ma mère. Son masque de douceur s'est fissuré. Tu oses, a-t-elle sifflé. Après tout ce qu'on a fait pour toi? On t'a nourri, logé, éduqué. Et tu veux nous envoyer en prison? Petite ingrate. Mon père m'a saisi par le bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma chair. Il m'a traîné vers la porte d'entrée. Cyprien regardait la scène, bouche bée, trop lâche pour intervenir. Priscille, elle, buvait son champagne, un petit sourire satisfait aux lèvres. Sors d'ici, a grondé mon père en me jetant sur le perron de pierre. Tu ne fais plus partie de cette famille. Et ne t'avise pas de revenir pleurnicher quand tu auras besoin d'argent. Tu es morte pour nous. Attends, a crié Priscille. Elle est sortie, ses talons claquant sur le marbre. Elle a sorti un billet de 50 € de son sac à main de luxe et me l'a jeté au visage. Le billet a voleté avant d'atterrir dans la boue près de mes chaussures. Tiens. Pour l'essence. Ne reste pas devant la grille, ça fait mauvais genre pour les voisins. La lourde porte en chêne s'est refermée avec un bruit sourd, définitif. J'ai entendu le verrou tourner. J'étais seule, dans la nuit, avec 50 € dans la boue et une famille qui venait de m'effacer. Je suis retournée à ma voiture, tremblante. Je ne pouvais pas rentrer chez mes parents. Je ne pouvais pas aller dans l'appartement de grand-père. Et mon studio? J'avais rendu les clés ce matin même, pensant emménager rue Saint-Jean le lendemain. Le propriétaire avait déjà un nouveau locataire qui arrivait le lendemain matin à 8 h. J'avais toutes mes affaires dans des cartons, entassés dans le coffre et sur la banquette arrière de ma Twingo. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à un parking de supermarché désert en périphérie de Nancy. J'ai incliné le siège autant que je pouvais, coincé entre une pile de livres à restaurer et ma valise de vêtements. Il ne faisait pas encore trop froid, c'était juin, mais je grelottais. Pas de froid, mais de choc. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai regardé le plafond délavé de ma voiture, réalisant que c'était désormais mon seul toit. J'étais une SDF. Moi, Mélusine Valois, héritière théorique d'une fortune, je dormais sur un parking entre un caddie abandonné et un lampadaire clignotant. Je pensais que c'était le fond du gouffre. Je me trompais lourdement. La descente aux enfers ne faisait que commencer, et l'été allait passer bien plus vite que je ne l'imaginais. Les premières semaines, on se berce d'illusions. On se dit que c'est temporaire. J'ai appelé Zélie, ma meilleure amie depuis le lycée. Elle a tout de suite accepté de m'héberger. Reste aussi longtemps que tu veux, Mélusine. C'est horrible ce qu'ils t'ont fait. Mais Zélie vivait dans un petit étroit avec son mari et ses beaux-parents, qui étaient là pour une courte visite de 3 mois. Je dormais sur le canapé du salon. Chaque matin, je devais me lever à 5 h pour plier ma couverture avant que son beau-père ne se lève pour regarder la télé. Je voyais les regards. Je sentais la tension. Je n'avais pas d'argent pour contribuer aux courses, mon salaire d'apprentie restauratrice suffisant à peine à payer l'essence et la nourriture la plus basique.
Au bout de 2 semaines, j'ai entendu une dispute à travers la cloison fine. Elle compte rester là jusqu'à Noël? On n'est pas l'armée du salut. Elle mange notre pain, elle utilise notre eau chaude. C'était la belle-mère de Zélie. Mais elle a des problèmes. Défendait Zélie, mais sa voix était faible. Je n'ai pas attendu qu'on me mette dehors. Ma fierté était la seule chose qui me restait. Le lendemain matin, j'ai laissé un mot disant que j'avais trouvé une chambre chez une collègue. C'était un mensonge. Je suis retournée dans ma voiture. C'est là que la vraie déchéance a commencé. Essayer de maintenir une apparence normale au travail devenait un tour de force. Je me lavais dans les toilettes publiques des parcs ou dans les lavabos du travail avant que les autres n'arrivent. Je défroissais mes vêtements avec mes mains. Je mangeais des sandwichs triangles premier prix. Mes collègues ont commencé à remarquer. Tu as l'air fatigué, Mélusine. Tu as maigri, tout va bien? Je souriais, je mentais. Oui, juste un régime et je fais beaucoup de sport. Le sport de la survie, oui. Dormir dans une voiture est épuisant. On ne dort jamais vraiment. On somnole, une oreille aux aguets, terrifié qu'un policier vienne frapper à la vitre ou qu'un agresseur ne tente d'ouvrir la portière. J'avais peur de tout. L'été a cédé la place à l'automne. Les nuits sont devenues fraîches, puis froides. L'humidité de la rivière Meurthe s'infiltrait dans l'habitacle. Je commençais à tousser. Un jour, en octobre, j'ai croisé ma mère et Priscille en ville. Elle sortait d'une boutique de luxe, les bras chargés de paquets. Je me suis cachée derrière un kiosque à journaux, le cœur battant à tout rompre. J'avais honte. Honte de mes cheveux ternes, de mon manteau qui commençait à s'user, de mes chaussures qui prenaient l'eau. Elles riaient. Elles avaient l'air si légères, si heureuses. Mon argent finançait leur bonheur, pendant que je comptais les centimes pour m'acheter une baguette. Je me suis demandé si je devais aller voir grand-père. Mais la menace de mon père résonnait dans ma tête, tu vas le tuer. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je préférais mourir de froid que d'être responsable de la mort de la seule personne qui m'avait aimé. Mais le destin a décidé de me frapper encore plus fort. Le coup de grâce est arrivé un mardi de novembre, sous une pluie battante. Ce mardi-là, ma voiture a refusé de démarrer. Batterie morte. C'était garé sur une place payante et je n'avais plus de monnaie pour l'horodateur. Je suis partie travailler à pied, sous la pluie, espérant régler le problème le soir. Quand je suis revenue le soir, trempée et épuisée, ma place de parking était vide. Mon sang s'est glacé. J'ai cru qu'on l'avait volée. J'ai couru vers un commerçant voisin. La Twingo verte? La fourrière l'a embarquée il y a 1 heure. Stationnement abusif et défaut de contrôle technique. La fourrière. Ce n'était pas juste une voiture. C'était ma maison. C'était mon dressing. C'était mon coffre-fort. Tous mes vêtements chauds, mes outils de restauration, qui valaient une fortune, mes souvenirs, mes photos de grand-père. Tout était dedans. J'ai couru jusqu'au dépôt de la fourrière, à l'autre bout de la ville. Le gardien, un homme bourru, a consulté son ordinateur. Pour la récupérer, c'est 150 € d'enlèvement, plus 20 € de frais de garde par jour. Et il faut présenter l'assurance à jour et le contrôle technique valide. Je n'avais pas 170 €. J'avais 12 € sur mon compte et 4 € en pièces dans ma poche. Et le contrôle technique était périmé depuis 2 mois, faute d'argent pour les réparations. S'il vous plaît, ai-je supplié, pleurant sans retenue. Laissez-moi juste prendre mes affaires dans le coffre. Juste mes vêtements. Interdit d'accéder au véhicule tant que l'amende n'est pas réglée. C'est le règlement. Il a fermé la guichet vitrée devant mon visage. Je suis sortie, hébétée. La pluie se transformait en grésil. Je n'avais que les vêtements que je portais, un jean fin, un pull en acrylique et un imperméable léger. Pas de bonnet, pas de gants, pas d'écharpe. Dans un geste de désespoir absolu, j'ai marché jusqu'à la villa de mes parents. C'était à 10 kilomètres. J'ai mis 2 heures. Je suis arrivée devant la grille en fer forgé, tremblante, les lèvres bleues. Il y avait une réception. Encore. C'était une garden party d'automne sous des chapiteaux chauffés dans le jardin. Je voyais les serveurs passer avec des plateaux de petits fours.
J'ai vu Priscille. Elle était près de la fontaine, magnifique dans une robe de cocktail rouge. Et autour de son cou, j'ai plissé les yeux. Autour de son cou brillait le collier de perles à 3 rangs. Le collier de grand-mère. Celui qu'elle m'avait promis sur son lit de mort. Pour ma petite Mélusine, qui a la douceur d'une perle, avait-elle dit. Priscille le portait comme un trophée de guerre. Elle riait, la tête renversée en arrière, caressant les perles avec ses doigts manucurés. J'ai agrippé les barreaux de la grille. Priscille. Maman, j'ai crié, ma voix rauque et faible. Un vigile s'est approché de l'intérieur. Mademoiselle, éloignez-vous. C'est une propriété privée. Je suis leur fille, ai-je sangloté. Le vigile a parlé dans son oreillette. Il a écouté, puis m'a regardé avec un mélange de pitié et de fermeté. Monsieur Valois dit qu'il n'a qu'une fille, et qu'elle est à l'intérieur. Il dit que si vous ne partez pas, il appelle la police pour harcèlement. Mon père m'a renié devant un étranger. Il a préféré me laisser mourir de froid devant son portail plutôt que de risquer que je ternisse sa fête. J'ai lâché les barreaux. J'ai tourné le dos à la lumière, à la chaleur, à ma famille. J'ai marché vers l'obscurité. Ce soir-là, Mélusine Valois est morte. Il ne restait plus qu'une ombre errante dans les rues de Nancy. L'hiver à Nancy ne pardonne pas. Quand on vit dehors, la ville devient un champ de bataille. Les bancs publics deviennent des lits de torture, les porches des immeubles des abris précaires dont on vous chasse à coups de seau d'eau. J'ai appris. J'ai appris que les journaux froissés sous le pull créent une couche d'isolation étonnamment efficace. J'ai appris que les cartons de pizza, même vides, gardent un peu de chaleur. J'ai appris à repérer les bouches d'aération du métro qui soufflent de l'air tiède, mais qui sentent l'urine et les gaz d'échappement. J'ai perdu mon travail. Je ne pouvais plus me présenter avec mes mains sales et mon odeur. Mon patron était triste, mais il ne pouvait pas garder une employée qui s'endormait debout et qui faisait peur aux clients. Je dormais sous le pont près du canal avec un petit groupe d'infortunés. C'est là que j'ai rencontré le professeur. Un vieil homme à la barbe blanche hirsute, qui citait du Victor Hugo en buvant du vin rouge bon marché. C'est lui qui m'a sauvé de la folie. Ne laisse pas la rue manger ton âme, petite, me disait-il en partageant un bout de pain dur. Garde ton esprit vif. Regarde les détails. L'architecture, les nuages. Si tu ne regardes que tes pieds, tu deviendras le trottoir. C'est le professeur qui m'a parlé de l'événement humanitaire sur la place Stanislas. Le vieux lion de l'industrie, Ambroise Valois, organise sa grande distribution annuelle, m'a-t-il dit en lisant un journal trouvé dans une poubelle. Soupe chaude, couverture neuve, vêtements d'hiver. C'est demain. Tu devrais y aller. Tu ne passeras pas une semaine de plus avec ce manteau. Ambroise Valois. Mon grand-père. L'idée de le voir me terrifiait. Et s'il me voyait? Et s'il avait cru aux mensonges de mes parents? Peut-être qu'il lui avait dit que j'étais partie en voyage ou que j'avais rejoint une secte? Mais le froid était plus fort que la honte. Mes doigts étaient devenus violets. Je ne sentais plus mes orteils. J'avais besoin d'une couverture. Juste une couverture. Le jour J, je me suis traînée jusqu'à la place. J'ai fait la queue pendant des heures. J'ai reçu ma soupe. Je suis allée m'asseoir dans la tente, le plus loin possible de l'estrade. Je me suis recroquevillée, tirant sur le bas de mon pantalon pour cacher mes chaussettes trouées. Je me sentais comme un animal blessé. Et nous voilà revenus au moment fatidique. Le moment où la Bentley s'est arrêtée. Le moment où il est descendu. Je l'ai vu s'approcher. J'ai vu ses yeux bleus, si semblables aux miens, se poser sur moi. J'ai vu le moment précis où son cerveau a fait le lien entre la clocharde tremblante et sa petite fille adorée. Il a vu le foulard. C'était la seule chose de valeur qui me restait, un carré de cachemire qu'il m'avait offert pour mes 18 ans. Il était taché, déchiré, mais c'était le sien. Mélusine. Sa voix a traversé la tente. Les bénévoles se sont arrêtés. Le maire s'est tu. Il s'est approché, ses mains gantées de cuir tremblant légèrement. Il s'est accroupi devant moi, ignorant la boue qui souillait son pantalon de costume impeccable. Il a tendu la main et a touché ma joue, glacée et sale. Des larmes ont jailli de ses yeux. Des larmes de vieillard, lourdes et douloureuses.
Mon Dieu! A-t-il murmuré. Puis, il s'est redressé, et son visage a changé. La tristesse a fait place à une fureur biblique. Il a hurlé, une voix que je ne lui connaissais pas, une voix de commandement, habituée à diriger des usines et des empires. Où est ton appartement? Où sont les 2 millions que je t'ai donnés? La question a claqué comme un coup de fouet. Tout le monde a entendu. Les journalistes ont tourné leurs caméras. Le secret honteux de la famille Valois venait d'exploser en direct. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Ma gorge était serrée par 6 mois de silence et de souffrance. J'ai juste sangloté, un son rauque et laid. Ils m'ont tout pris, grand-père, ai-je fini par bégayer. Papa, maman. Priscille. Ils ont dit que c'était pour la famille. Ils m'ont mise dehors. Ambroise n'a pas posé d'autres questions. Il n'a pas demandé « Es-tu sûr ?» Il a regardé mes mains gercées, mes vêtements trop fins, ma maigreur effrayante. La preuve était là, sous ses yeux. La vérité était inscrite dans ma chair. Il a ôté son manteau en cachemire. D'un geste brusque, il a posé sur mes épaules. La chaleur du tissu, imprégnée de son odeur de tabac à pipe et d'eau de Cologne, m'a enveloppée. C'était la première chaleur humaine que je ressentais depuis l'été. Il m'a aidé à me lever. Mes jambes ont flanché, mais il m'a soutenu avec une force surprenante pour son âge. Emmenez-la à la voiture, a-t-il ordonné à son chauffeur qui s'était précipité. Puis il s'est tourné vers le maire et les caméras. Son visage était de marbre, mais ses yeux lançaient des éclairs. Monsieur le maire, excusez-moi. Il semble que j'ai une urgence familiale. Une urgence criminelle. Dans la Bentley, le chauffage était au maximum. Le cuir des sièges était doux. Je n'osais pas bouger, de peur de salir cet intérieur immaculé. Grand-père s'est assis à côté de moi. Il a pris ma main sale dans les siennes et l'a embrassée. Je suis désolé, ma petite, a-t-il murmuré, la voix brisée. Je pensais qu'il t'aimait. Je pensais qu'il prenait soin de toi pendant que je me reposais en Suisse. Quel vieil imbécile j'ai été. Ils ont dit que tu aurais une crise cardiaque si je te le disais, ai-je avoué. Ils ont dit que je te tuerais. Les mâchoires d'Ambroise se sont contractées si fort que j'ai cru entendre ses dents grincer. Ils ont parié sur ma mort? Il a eu un rire bref, terrifiant. Ils vont découvrir que le vieux lion a encore des dents. Et qu'il a très faim. Il a sorti son téléphone. Il n'a pas appelé mes parents. Il a composé un numéro qu'il connaissait par cœur. Enguerrand? C'est Ambroise. Tais-toi et écoute. Je veux que tu viennes au manoir immédiatement. Appelle le procureur de la République. Appelle le commissaire divisionnaire. On porte plainte. Pourquoi? Pour tout. Abus de faiblesse, vol en bande organisée, mise en danger de la vie d'autrui, faux et usage de faux. Contre qui? Contre mon fils. Contre sa femme. Et contre ma petite fille Priscille. Je veux qu'il soit détruit. Tu m'entends? Détruit. Il a raccroché. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de soulagement dans ses yeux. C'est fini, Mélusine. Tu es en sécurité. Et eux, leur cauchemar commence maintenant. La voiture a glissé silencieusement hors de la place, m'emmenant loin de l'enfer, vers une guerre que nous allions mener ensemble. Le retour au manoir familial fut surréaliste. Les domestiques, choqués par mon état, se sont empressés de me préparer un bain chaud et un repas. J'ai passé 1 heure dans l'eau brûlante, regardant la crasse se dissoudre, pleurant silencieusement. Quand je suis sortie, enroulée dans un peignoir moelleux, maître Enguerrand était déjà là. Le bureau de grand-père s'était transformé en quartier général de guerre. Des dossiers étaient étalés partout. Enguerrand, un avocat de 60 ans aux allures de requin, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. C'est pire que ce que nous pensions, Ambroise, a-t-il annoncé sans préambule quand je suis entrée. J'ai accédé au relevé bancaire grâce à tes codes d'accès superviseur. Il a projeté un tableau sur le grand écran. C'était une liste interminable de virements. Regardez ça. 50 000 € pour frais de scolarité, Priscille a fini ses études il y a 3 ans.
120 000 € pour rénovation toiture sur une maison qu'il ne possède pas. Et ça. Il a pointé une ligne rouge. 450 000 € virés à une société écran aux îles Caïmans, puis rapatriés pour l'achat du Penthouse rue de Rivoli à Paris. Au nom de Priscille Valois. Et ma signature, ai-je demandé, la voix faible. Enguerrand a affiché un document scanné. Une procuration générale datée de mai 18 ans. C'est ta signature, Mélusine ? J'ai regardé l'écran. C'était une bonne imitation, mais la boucle du M était trop large. Non. Je n'ai jamais signé ça. Faux en écriture privée et usage de faux, a conclu Enguerrand avec un sourire carnassier. C'est du pénal. Il risque la prison ferme. Pas seulement du sursis. De la prison. Grand-père fixait l'écran, le visage gris. Ils ont pillé son avenir pour payer leurs caprices. Le mariage de Priscille, c'est ce week-end, n'est-ce pas ? Oui, ai-je confirmé. Au château de Lunéville. C'est le grand événement de l'année. Un sourire froid est apparu sur les lèvres d'Ambroise. Le château de Lunéville. Très bien. Enguerrand, peux-tu faire accélérer la procédure ? Je veux que les mandats d'arrêt soient prêts pour samedi. Samedi. C'est court, Ambroise. Il faut convaincre un juge d'instruction. Tu as les preuves. Tu as la victime ici présente, qui a vécu dans la rue. Et tu as mon influence. Fais-le. Je veux que la police soit là au moment où ils couperont la pièce montée. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai été examiné par un médecin légiste pour attester de mon état de santé, malnutrition, hypothermie légère, traumatisme psychologique. J'ai fait ma déposition à la police. Raconter chaque détail, chaque insulte, chaque nuit froide a été une épreuve, mais voir le visage horrifié du policier me donnait de la force. Le samedi est arrivé. Je portais une robe neuve, bleu nuit, élégante et sobre. Grand-père a mis son plus beau costume. Prête ? M'a-t-il demandé en me tendant le bras. Prête, ai-je répondu. Mais mon cœur battait à tout rompre. Nous allions détruire ma famille. Mais comme disait grand-père, ils s'étaient détruits eux-mêmes le jour où ils m'avaient mise dehors. Le château de Lunéville était resplendissant. Des centaines d'invités en smoking et robes de soirée déambulaient dans les jardins illuminés. C'était le mariage du siècle pour la haute société locale. Priscille et Cyprien célébraient leur union, et surtout l'union de leur patrimoine supposé. Notre Bentley est arrivé, suivi de 2 voitures de police banalisées et d'un fourgon. Les vigiles à l'entrée, voyant Ambroise Valois, ont ouvert les barrières sans poser de questions, pensant que le patriarche venait enfin bénir l'union. Nous sommes entrés dans la grande salle de bal au moment des discours. Mon père, Tancrède, tenait un micro, un verre de champagne à la main. Il avait l'air éméché et triomphant. Et je suis fier de dire que nous n'avons épargné aucune dépense pour donner à notre Priscille la vie de princesse qu'elle mérite. La famille, c'est ce qu'il y a de plus sacré. La double porte s'est ouverte avec fracas. Grand-père est entré, sa canne claquant sur le parquet. Je marchais à ses côtés, la tête haute. Le silence s'est fait instantanément. La musique s'est arrêtée. Papa, a balbutié Tancrède, le visage blême. Mélusine. Priscille, dans sa robe blanche à 15 000 €, mon argent, a lâché son bouquet. La famille est sacrée, en effet, Tancrède, a tonné Ambroise, sa voix résonnant sans micro dans l'immense salle. C'est pour cela que je suis ici. Pour sauver l'honneur de la mienne, que tu as souillé. Ambroise, s'il te plaît, pas ici. A couiné ma mère, essayant de s'interposer. Grand-père l'a ignoré. Il s'est tourné vers les invités, vers la famille de Cyprien qui regardait la scène avec horreur. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser. Ce mariage est une fraude. Tout ce que vous voyez ici, le château, le traiteur, la robe, et même l'appartement de ma petite fille aînée à Paris, tout a été payé avec de l'argent volé. Volé à cette jeune fille, ma petite fille Mélusine, qu'ils ont jetée à la rue et laissée dormir dans le froid pendant 6 mois. Un murmure de choc a parcouru la salle. C'est faux. Elle est folle, a crié Priscille. Elle est jalouse. Ambroise a fait un signe de tête. Le commissaire et ses hommes sont entrés.
Monsieur Tancrède Valois, Madame Ombeline Valois, Mademoiselle Priscille Valois. Vous êtes en état d'arrestation pour abus de confiance aggravé, faux et usage de faux, et abandon de personnes vulnérables. Les menottes ont cliqueté. C'était un son métallique, froid, définitif. Priscille s'est mise à hurler en se débattant, sa robe blanche se prenant dans ses pieds. Cyprien. Fais quelque chose. Il gâche mon jour. Cyprien a reculé, dégoûté. Ses parents se sont levés. La mère de Cyprien a retiré son chapeau et a dit d'une voix glaciale, « Le mariage est annulé. Nous ne nous associons pas avec des criminels. » Viens, Cyprien. Ils sont partis sans un regard en arrière. J'ai regardé ma mère se faire menotter. Elle pleurait, son maquillage coulant sur son visage. Elle m'a regardé. Mélusine, dis-leur que c'était un malentendu, nous sommes ta famille. J'ai fait un pas en avant. J'ai regardé cette femme qui m'avait mise au monde et qui m'avait laissé mourir de faim. Ma famille est ici, ai-je dit en prenant le bras de grand-père. Vous n'êtes que des voleurs. Ils ont été emmenés sous les flashs des photographes, que Priscille avait elle-même engagés. La fête était finie. La justice commençait. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Ce fut l'événement judiciaire de l'année à Nancy. La salle d'audience était comble. Ce fut un spectacle pathétique. Dans le box des accusés, l'unité de façade de mes parents a volé en éclats. Tancrède a accusé Ombeline d'avoir des goûts de luxe insatiables et de l'avoir poussé à puiser dans le fond. Ombeline a accusé Tancrède d'être un gestionnaire incompétent qui voulait sauver son ego. Et Priscille. Priscille a joué la carte de l'ignorance. Je ne savais pas. Papa me donnait l'argent, je ne posais pas de questions. Je suis une victime aussi, a-t-elle pleurniché à la barre. C'est là que Maître Enguerrand a sorti l'arme fatale. Mademoiselle Priscille, vous dites ignorer la provenance des fonds et la situation de votre sœur? Il a sorti une liasse de papier. Voici des échanges de SMS extraits de votre téléphone, saisis par la police. 14 octobre, j'ai croisé la clocharde en ville. Elle avait l'air d'un rat. Heureusement qu'on a récupéré le fric avant qu'elle ne le gâche dans ses vieux bouquins. Réponse de votre mère, ne t'inquiète pas, elle n'osera rien dire. Concentre-toi sur ta robe. Un silence de mort a envahi le tribunal. Priscille est devenue écarlate. Le juge a retiré ses lunettes et l'a regardée avec un mépris non dissimulé. La cruauté dont vous avez fait preuve dépasse l'entendement, a dit le juge. Le verdict est tombé comme un couperet. Tancrède et Ombeline, 4 ans de prison dont 2 ans ferme. Remboursement intégral des sommes détournées avec intérêt. Dommages et intérêts pour préjudice moral, 500 000 €. Priscille, 18 mois de prison avec sursis, confiscation de tous les biens acquis avec l'argent du fonds, le pantouse, la voiture, les bijoux, et obligation de travaux d'intérêt général. Leur vie était finie. La villa a été saisie et vendue pour nous rembourser. Ils étaient ruinés, déshonorés, et allaient dormir en prison. En sortant du tribunal, j'ai respiré l'air frais du printemps. Grand-père m'attendait près de la voiture. Il avait l'air fatigué, mais en paix. C'est fini, petite, a-t-il dit. Oui. C'était fini. 1 an a passé depuis le procès. Nancy est toujours la même, mais ma vie a changé du tout au tout. Avec l'argent récupéré et les dommages et intérêts, j'ai réalisé mon rêve, mais en plus grand. J'ai racheté l'atelier de restauration, mais j'ai aussi acheté le local d'à côté pour en faire une librairie-café solidaire. Le lieu s'appelle le Phénix. C'est un endroit où l'on restaure des livres, mais aussi des gens. J'ai créé un programme avec une association locale pour employer des jeunes en rupture familiale ou sans domicile fixe. Je leur apprends le métier, je leur donne un toit, j'ai aménagé des studios au-dessus de l'atelier, et surtout, je leur donne ce qu'on m'avait refusé, de la dignité et de l'espoir. Grand-père vient tous les après-midi boire son thé et lire le journal dans le coin le plus confortable du café. Sa santé décline doucement, mais il est heureux. Il est entouré d'amour, le vrai, pas celui qu'on achète. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents. Je sais qu'ils sont sortis de prison récemment, mais ils n'ont pas osé m'approcher. Priscille travaille comme caissière dans une autre région, loin de la honte de Nancy. Le collier de perles a été vendu aux enchères, je l'ai racheté.
Il est exposé dans une vitrine au café, comme un rappel. La vraie valeur n'est pas dans l'objet, mais dans l'histoire qu'il raconte. J'ai gardé le manteau en cachemire de grand-père. Parfois, quand l'hiver revient et que le vent souffle fort, je le mets sur mes épaules. Il me rappelle le froid de la place Stanislas, mais aussi la chaleur de la main de mon grand-père. Cette histoire m'a appris une leçon brutale mais nécessaire. Le sang ne fait pas la famille. La famille, ce sont les gens qui vous tiennent la main quand vous êtes au bord du gouffre, pas ceux qui vous y poussent. J'espère que mon histoire vous donnera le courage de vous battre si vous êtes victime d'injustice, même si elle vient de ceux que vous êtes censés aimer. Ne laissez personne vous voler votre avenir. Ne laissez personne vous rendre invisible. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était difficile de revivre tout ça, mais si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne, alors ça en valait la peine. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur la vidéo, cela aide énormément à faire entendre notre voix. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. J'aimerais aussi lire vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà réussi à pardonner l'impardonnable? Ou avez-vous coupé les ponts comme moi? Partagez votre expérience, nous sommes ici pour nous écouter. Prenez soin de vous, et de ceux qui vous aiment vraiment. À bientôt.